big is beautiful. Donc cette équation, cette idée, je l'ai résumée dans ce que j'ai appelé l'équation de la compétitivité, l'équation générale de la compétitivité, où le prix de revient est une fonction de l'ensemble des facteurs. Et l'investisseur rationnel ne va venir produire dans un pays plutôt que dans un autre que si le prix de revient dans ce pays est inférieur au prix de revient qu'il peut obtenir dans un autre. Et si l'équation générale de la compétitivité n'est pas là, n'est pas favorable, alors l'investissement ne se fera pas. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés. Alors pour vous détendre un peu, j'ai essayé de présenter tout ça d'une manière un peu plus amusante. Voilà un poisson. Chacune des arêtes de ce poisson, c'est un des facteurs de production. Et ici, vous avez le pourcentage d'utilisation de ce facteur de production dans le coût de production général de l'article considéré. Et donc, ce n'est que si ce poisson est optimum que l'investissement se fera dans le pays où il doit se faire. Alors, imaginons que le poisson, ce n'est pas une chose qui est très facile à pêcher, hein. Il faut se bagarrer, mais si on se bagarre, on arrive à sortir de l'eau. Malheureusement, j'avais demandé à Mehdi, qui est là, qui m'a fait les graphismes, de faire quelque chose de bien, et vous remarquerez la taille du poisson, vraiment, elle est ridicule. J'espère que nous, on arrivera à attraper un poisson beaucoup plus grand que ça. Voilà. Parce que si le poisson est grand, alors on peut le partager. Et une fois que le poisson est pêché, une fois que la richesse est créée, alors on peut la partager. Et j'ai écrit, pour pouvoir répartir la richesse, il faut au préalable la créer. Donc je vous souhaite à tous d'avoir une bonne pêche, de nombreux poissons à partager avec tous vos amis. Si on regarde le facteur travail ici au Maroc, est-ce que nous sommes les meilleurs? Eh bien, nous sommes à 263 $ par mois. Nous ne sommes certainement pas les moins chers de ce que est l'offre internationale. Mais ce qui est tout à fait surprenant, c'est que ici, au Maroc, nous achetons tous des produits chinois. Et on dit que ces produits chinois, on n'est pas capable de les fabriquer ici au même prix qu'eux. Et ils les fabriquent avec quel salaire? Ils ont un salaire de 350 $ par personne, salaire moyen. Et le salaire plus bas. Et la Turquie, qui nous inonde de produits, ils sont à 330 $. C'est pas à cause du salaire que nous n'arrivons pas à être compétitifs. C'est parce que tous les paramètres qui entourent l'entreprise ne sont pas favorables. Si on avait des paramètres favorables, alors on pourrait peut-être consacrer plus au facteur travail. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Je voudrais juste rappeler quelque chose qui est très triste, c'est l'évolution des emplois dans le secteur textile. Et je n'ai pris que la courbe de 2007 jusqu'à 2014, qui montre déjà une perte de 200 000 emplois. Mais si on l'avait pris un peu plus tôt et un peu plus tard, la perte serait de 700 000 emplois. Ça montre bien le phénomène de désindustrialisation. Alors, arrivé là, je me suis dit, mais quand même, comment on peut faire? Comment on peut faire? Et je me suis souvenu que j'avais rencontré des ingénieurs des eaux et forêts, ingénieurs sylvicoles, qui m'ont dit, on est confronté à quelque chose de terrible. Notre forêt, c'était la forêt de la Marmora, la forêt de la Marmora est en train de perdre de la densité. Alors voilà une forêt, la forêt primaire, à forte densité, avec un équilibre, et il n'est pas là, il n'est pas passé, je ne l'ai pas vu, non, avant. Bon, avec un équilibre écologique qui est permanent et qui fait qu'elle s'auto-entretient. Et puis dans cette forêt de la Marmora, ou toute autre forêt, on introduit tout d'un coup des prédateurs. Ces prédateurs, ils sont liés à la pression démographique. Les populations ont besoin de manger. Et donc, ils font paître des animaux, mais avec une densité d'animaux de plus en plus forte. Et on voit arriver les brebis, les chèvres, les moutons, les béliers, les sangliers. Et tout ça, ça dévaste la forêt.
Tant et si bien que, selon ces ingénieurs, la densité d'arbres dans notre forêt de la Mamorra a baissé. C'est pas qu'elle a disparu, mais la densité d'arbres a baissé. C'est-à-dire la création de richesses a baissé. Et ils se sont dit, on peut continuer comme ça. Il faut qu'on fasse prendre conscience à tout le monde que ça ne peut pas durer. Et alors ils se sont dit, comment faire? Comment démontrer que c'est à cause de ces animaux que ça baisse? Alors, ils ont décidé d'entourer un espace de cactus pour que les chèvres ne rentrent plus et de voir qu'est-ce qui se passait en 3 ans. Et il s'est passé qu'en 3 ans, ils ont retrouvé l'écosystème qui permettait le redéploiement de la forêt. Donc je me suis dit, ben, si eux ont fait ça pour la forêt, est-ce qu'on ne peut pas prendre la même idée pour développer des écosystèmes spéciaux, spécifiques, dans des zones particulières, où on va créer les conditions favorables au développement. Et c'est comme ça que j'ai pensé aux zones régionales de développement économique. Et dernièrement, je me suis rendu compte que M. Jouari lui-même, président de la Banque centrale marocaine, écrit au regard des chiffres, qui sont les chiffres de nos réalisations, la création d'emplois reste insuffisante, bien que le pays ait mis en place des feuilles de route sectorielles. Chez Banque Al-Maghreb, nous nous demandons quels sont et où sont les résultats. Donc, il y a des efforts, il y a de l'investissement, il y a de la formation brute de capital fixe qui est utilisée pour des investissements, mais ces investissements n'apportent pas ce qu'on en attend. Alors donc, voilà mes zones régionales de développement économique. Je pars à chaque fois d'un constat, je ne voudrais pas vous imposer tout ça, mais d'un constat. D'abord que la création d'entreprises, ça ne se décrète pas, il faut des conditions favorables. Donc créons les conditions favorables, vas-y, me dis. Ensuite, que l'investissement va s'effectuer, comme je vous l'ai dit, que si l'équation générale qui prend en compte l'ensemble des paramètres est favorable, donc on va faire en sorte que dans ces zones, cette équation soit favorable. Ensuite, on n'a pas vu assez de création d'emplois, et alors on a réagi en créant les zones franches industrielles, que ce soit la zone franche de Tanger ou la zone franche de Kistra, ou celle de Meknès en cours de construction. Ces zones franches industrielles ont été un grand succès. Elles ont permis une réindustrialisation réelle, parce que dans ces zones, eh ben, il y a des conditions qui sont favorables au développement économique, mais elles sont favorables au développement économique des entreprises étrangères. Attention, elles restent des entreprises étrangères. Et les entreprises étrangères, elles viennent investir dans un pays quand l'équation de la compétitivité est favorable. Mais si un autre pays demain vient offrir des meilleures conditions, elles quitteront la zone pour aller ailleurs. Donc si on réfléchit à long terme, c'est des zones pour les entreprises nationales que nous devons favoriser. Donc, chose étonnante, le HCP nous a écrit que le secteur informel se développe au Maroc. C'est-à-dire des gens qui ne respectent pas les conditions normales de fonctionnement d'une entreprise, ils font de la concurrence d'ailleurs aux entreprises du secteur formel, et bien eux ils se développent, alors que les entreprises du secteur formel ne se développent pas, parce qu'elles sont concurrencées. Elles sont concurrencées par le HCP d'un côté, par l'importation de l'autre, et elles n'arrivent plus à se développer. Bon, je vous ai dit que le monde rural représente une grande partie de la population et qu'il est en sous-production et en sous-richesse et qu'il doit être aidé. Donc les zones d'activité que nous proposons seront créées à proximité du monde rural pour permettre progressivement à ce monde rural de venir travailler dans des secteurs plus productifs sans pour autant être déracinés de leur pays d'origine. Ça n'arrive pas à lire. Ah oui, il y a un corpus de lois ici au Maroc, et particulièrement de lois fiscales, qui est extrêmement complexe, difficile à vivre pour l'entreprise, et l'entrepreneur qui investit, il investit pour une période longue, il investit pour 10 ans, il investit pour 15 ans, il investit pour 20 ans. Il faut qu'il puisse savoir comment ça va évoluer cette fiscalité. Et s'il y a de l'imprévisibilité fiscale, aussi bien dans les textes que dans l'application de ces textes à l'entreprise, alors ça lui fait peur.
et alors peut-être qu'il n'investira pas. Donc il faut créer une sorte de contrat de simplification de la fiscalité, mais un contrat avec l'État pour dire, attention, dans ces zones-là, on vous garantit pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, vous serez sous cette fiscalité et on vous promet qu'on ne va pas en changer. C'est ce qui a été fait dans les zones franches de Tanger, etc. C'est ce que nous devons faire aussi pour nos entreprises. Le Code du travail. Le Code du travail, on n'ose pas en parler. On a un Code du travail qui est hérité de la France et des principes fondamentaux de la France. Or, ce Code du travail français est pas bon pour la France. Et aujourd'hui, en France, il y a énormément de chômage. Alors que si vous regardez en Grande-Bretagne, en Australie, aux États-Unis, en Suisse, là où le Code du travail permet une plus grande flexibilité de l'emploi, alors là, les chefs d'entreprise embauchent des salariés et les font travailler. Donc tant que l'on va rester avec les contraintes de ce Code du travail tel qu'il est, on n'arrivera pas à évoluer. Donc il nous faut aller vers un modèle anglo-saxon plutôt que rester dans notre modèle strictement français, qui est une série de contraintes qui ne permet pas l'évolution et l'adaptation. Lorsque un chef d'entreprise aujourd'hui investit, il va fabriquer un produit, mais demain, les modalités de fabrication de ce produit vont changer. Mais demain, la gamme de ces produits qu'il vendait hier aura évolué. Il faut que l'entreprise puisse être flexible, qu'elle s'adapte très facilement à l'évolution des marchés, à l'évolution des technologies. Et si notre Code du travail est trop contraignant, on ne sera pas capable de le faire. Et comme on a peur de ne pas pouvoir le faire, eh ben, on n'embauche pas, parce qu'on ne peut pas débaucher. Je sais que c'est quelque chose dont je parle qui est surprenant, mais plus vous donnez de liberté à l'entreprise, plus elle va créer des emplois. Plus vous augmentez les contraintes sur l'entreprise, moins elle va fonctionner. Aussi, je voudrais attirer votre attention sur un petit point, c'est le taux d'intérêt bancaire que les entreprises payent. Aujourd'hui en Europe, sur l'euro, le taux d'intérêt c'est 0%. Même des fois, détenir de l'argent, ça vous permet d'avoir un taux d'intérêt négatif. On vous prend de l'argent parce que vous détenez de l'argent. Et les entreprises, et mes entreprises qui sont en Europe, se financent aujourd'hui à 1%. Les entreprises qui sont dans les zones franches se financent aujourd'hui à 1%. Mais au Maroc, les entreprises qui arrivent à trouver des crédits vont se financer entre 6, 7 et 8%. Long. Imaginez la différence que ça crée au bout de quelques années. Tant et si bien que ce coût financier, qui est un des éléments du prix de revient, va gréver le prix de revient de l'entreprise marocaine et va faire en sorte que l'entreprise ne sera pas compétitive. Encore un facteur. Donc je propose là des solutions pour ça. On dit souvent aussi que les entreprises marocaines sont sous-capitalisées, c'est-à-dire que les fonds propres de l'entreprise sont inférieurs. Et c'est une constatation qui est tout à fait réelle. Alors on a essayé beaucoup de solutions pour soutenir l'entreprise, mais on n'a pas réussi à trouver quelque chose qui puisse donner satisfaction. Ce que je propose, c'est créer un institut de développement des entreprises qui sera sous l'égide de la Fondation Mohamed VI et qui prendra participation au capital des entreprises aidées. Participation pouvant aller jusqu'à 30%. Et ces actions, qui appartiendront momentanément à la Fondation, seront restituées à l'entrepreneur au fur et à mesure que celui-ci payera de l'IS, de la CNSS, de la TVA. Et avec un facteur, pour 1 dirham restitué, il faudra que lui, il ait créé 20 dirhams de contribution à l'État. Vous imaginez, l'État va venir, il va mettre 1 dirham et il va récupérer 20 dirhams. Mais l'entreprise aura produit cette richesse. Et c'est comme ça qu'on aura créé des emplois. Je crois que ça vous intéresse. Le foncier. Donc tout à l'heure, je disais que le foncier était trop cher. À la CFCIM, mes prédécesseurs, présidents, ont démarré des zones industrielles
sous un nouveau concept qui était des zones industrielles locatives. Pas question d'être propriétaire du terrain. Si je suis un industriel, je n'ai pas besoin d'être propriétaire du terrain. Si je peux le louer, c'est tant mieux, ça réduira mon investissement. Et donc, nous avons mis ça en place. Il y a eu une première zone de 25 hectares, la Sogepip, ça a été un grand succès, elle a été pleine tout de suite. La Sogepos, encore 25 hectares, un grand succès. La zone de Cétat, un grand succès encore, tant et si bien qu'on est en train de finir la création de la 4e zone, qui est la zone de Bérichide, sur la base de 60 hectares, et qu'on vient de nous confier maintenant la création d'une zone à La Haye. Donc, pourquoi l'État garderait-il des terrains inutilisés, qui ne servent à rien, qui valent rien puisqu'ils sont inutilisés, plutôt que les mettre à disposition des entreprises avec des prix très très bas? C'est ce que je propose, des zones industrielles à prix bas, qui ne soient plus des zones de spéculation, mais des zones locatives. Parce que lorsque vous êtes locataire, même si vous ne payez pas très cher, vous avez intérêt à vous mettre en marche pour payer le loyer. La fiscalité, j'ai ici des propositions, je pourrais les développer, mais j'ai peur que ça soit trop long pour tout le monde. Donc une fiscalité qui soit prévisionnelle, à long terme, et simplifiée. Donc au lieu d'avoir ces difficultés avec l'IS, oui, vous avez considéré que c'était une charge, vous l'avez déduite votre IS, alors nous on vous la réintègre, et ça on vous le réintègre, et ci ou ça, et à la fin, donc on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire, nous les entrepreneurs, et bien on va faire un IS qui sera comme la contribution minimum, qui sera simplement sur le chiffre d'affaires. Dans les zones de développement rural, il n'y aura pas de TVA. Les entreprises pourront travailler librement entre elles. Elles sont en train de créer de la valeur ajoutée. Mais cette valeur ajoutée sera constatée uniquement à la sortie de la zone, comme si la marchandise rentrait au Maroc et on payera la TVA. L'État ne perdra rien, mais ça sera extrêmement simplifié et la vie entre les entreprises sera simplifiée d'autant et il n'y aura plus ces problèmes de non-remboursement de la TVA par l'État qui grève la trésorerie des entreprises. Je vais passer directement à la justice. Donc on sait qu'on a quelques soucis de temps en temps. Et donc dans les zones, on pourra favoriser la médiation, l'arbitrage et puis l'éventuel recours à des jurisprudences extérieures. Voilà. Donc les zones franches d'exportation, ça a été un vrai succès, mais malheureusement, elles communiquent très très peu avec l'ensemble du territoire. Et donc c'est une constatation de l'OMC et de l'OCDE. Il n'y a pas de porosité entre les zones de Tanger, Kénitra et le reste du territoire. Parce que c'est très difficile de les faire fonctionner, je pourrais vous expliquer pourquoi, mais c'est très difficile de faire fonctionner l'interrelation. Par contre, dans les zones de développement régional, on favorisera un système qui permettra l'interrelation entre les zones d'exportation et les autres zones nationales de développement. On va passer ça. On va passer ça aussi. On va le développer. Ici, j'ai fait un tableau qui explique tout simplement ce qui se passe. La première colonne, c'est le cas courant au Maroc. Donc, la deuxième colonne, c'est ce qui se passe dans les zones franches. La troisième colonne, c'est ce qui pourrait se passer dans les zones régionales de développement. Et la dernière, c'est ce qui se passe dans l'informel. Regardons. Dans le cas courant du Maroc, le salaire minimum, c'est le SMIC. Dans les zones franches, c'est le SMIC. Dans les zones régionales de développement, je propose qu'il y ait un SMIC régional. Et je pourrais vous expliquer pourquoi. Et dans l'informel, aujourd'hui au Maroc, il n'y a pas de SMIC, et ça se traite au-dessous du SMIC. Les charges sociales. Dans le cas courant marocain, on paye les charges sociales. Dans les zones franches, on paye les charges sociales. Dans les zones de développement régional, oui, nous payerons aussi les charges sociales. Mais dans l'informel, aujourd'hui au Maroc, qui se préoccupe de charges sociales? Qui se préoccupe de couverture de retraite? Qui se préoccupe de couverture médicale? Il n'y en a pas. Donc ils ont un coût en moins. Le code du travail, il est respecté au Maroc, sur l'ensemble du territoire. Dans les zones franches, il est respecté. Dans les zones régionales, je parle d'un légal modifié, assoupli. Mais dans l'informel, puisque c'est tout non déclaré, ça n'existe pas, il n'y a pas de code du travail. La taille du marché, le cas courant du Maroc, la taille de marché est faible.
Pour les zones franches exportatrices, la taille du marché, c'est le monde, c'est une forte taille de marché. Dans les zones régionales de développement, on aura une taille moyenne, et dans l'informel, c'est faible. L'énergie, c'est le prix du Maroc dans le cas courant, le prix du Maroc dans les zones franches. Dans les zones régionales de développement, je propose qu'on ait un prix international, et dans l'informel, c'est un prix Maroc. Pour l'IS, encore une comparaison, bon, vous pouvez lire, il faut noter que dans l'informel, ils payent zéro. Les droits de douane import, vous notez encore que dans l'informel, ils payent zéro, puisque c'est la contrebande. La TVA, dans l'informel, ils payent zéro. La TVA locale, dans l'informel, ils payent zéro. Les dividendes, dans l'informel, ils payent zéro. Le coût du terrain industriel, et c'est pareil pour tout, à l'exception des zones régionales de développement. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'aujourd'hui, ce qui est favorable, ce sont les zones franches, et il y a du développement économique, et ce qui est favorable, malheureusement pour nous, c'est l'informel, et l'informel se développe. Et l'informel détruit le formel. Donc il faut permettre aux entreprises formelles de se redévelopper. Donc là, j'ai essayé d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être, cette régionalisation, donc quelques villes de développement moyen, dans lesquelles il pourrait y avoir des zones de développement régional, et permettre de fixer là les populations. Vous constaterez qu'il n'y a rien dans les territoires du Sud, parce que ce n'est pas que je n'ai pas voulu faire, c'est parce qu'il y a déjà un statut particulier pour les territoires du Sud pour favoriser leur développement. Donc, pour finir et vous libérer, un modèle de développement comparé à ce qui s'est passé dans le passé. L'Europe, elle, au XIXe siècle, elle s'est construite sur un modèle qui était à la fois cohérent, où tous les paramètres évoluaient de la même manière, favorable et engrainés les uns par rapport aux autres, et innovateur. Cette innovation européenne du XIXe siècle, elle créait un gap dans le prix de revient, elle permettait de fabriquer des produits qui n'existaient pas, et cette forte productivité, cette production de biens manufacturés, se traduisait par une capacité de l'Europe à exporter et à vendre à l'extérieur. Et à ce moment-là, elle a accumulé vers elle les richesses. La Chine, elle, a fonctionné différemment. Elle a eu une première phase où elle a protégé son marché intérieur, elle a protégé ses industries naissantes, elle a eu une forte productivité, elle a commencé l'innovation, l'évolution vers l'innovation, et elle a créé des richesses vers l'exportation et par l'exportation. Grâce à ça, elle a capté les marchés étrangers, elle a eu les volumes de l'étranger, et elle a pu se constituer des réserves monétaires extrêmement importantes. En phase 2, là où ils sont maintenant, c'est qu'ils ont vu que le marché exportation avait des limites. Ils sont 1,3 milliard, alors ils ont dit, eh ben, plutôt que produire uniquement pour l'étranger, maintenant, nous allons rentrer dans une nouvelle phase où nous allons satisfaire notre propre marché. Et cette croissance du marché intérieur fait qu'aujourd'hui, ils ont le marché intérieur le plus puissant du monde. Ils peuvent produire pour eux. Et tout à l'heure, je vous disais, big is beautiful, bah chez eux, big, c'est vraiment très très big. Donc lorsqu'ils produisent pour 1,3 milliard d'habitants, ils ont un prix de revient formidable, une qualité formidable, de l'innovation formidable, et ils peuvent gagner des marchés extérieurs. Juste pour une petite chose, on est 300, peut-être 350 aujourd'hui, je ne sais pas, dans cette salle. Est-ce que vous savez combien il y a d'étudiants chinois qui étudient dans les universités à l'étranger aujourd'hui? Il y a 32 millions de jeunes Chinois qui apprennent dans le monde et qui captent tout le savoir du monde pour le ramener dans notre pays. Vous disiez tout à l'heure que malheureusement, dans notre pays, nos étudiants ont la volonté de partir une fois qu'ils ont acquis le savoir vers l'étranger. Donc chez eux, c'est tout l'inverse. Ils captent pour ramener chez eux. Et nous risquons de voir partir nos meilleurs cerveaux, dont vous faites partie. Donc, pardon, excusez-moi, on revient un petit peu en arrière. Donc, une fois que la richesse a pu être produite en Chine, elle a été mieux répartie sur l'ensemble de la population, ce qui se traduit dans le salaire moyen, qui aujourd'hui est supérieur à celui du Maroc. Et nous, au Maroc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons eu, je ne remonte pas tout au début, mais je monte à partir des années 70, on a eu une phase de protection douanière. C'est-à-dire qu'on a eu jusqu'à 180% de droits de douane.
ce qui arrivait au Maroc était hors de prix, une fois que la douane payait. Et donc, nous avons bâti une industrie qui était peu performante parce qu'elle ne se préoccupait pas du prix de revient. Elle savait que tout ce qui était produit serait vendu. Et on a acheté des machines d'occasion, on les a mis en marche, et on a servi un petit marché intérieur. Et voilà que, à partir de 2012, on signe l'ouverture des frontières, on signe des accords avec l'Union européenne, des accords de libre-échange avec les pays du Quad ou avec la Turquie, on supprime d'un seul coup les droits de douane, et notre industrie se trouve brutalement confrontée à la réalité de la concurrence internationale. On n'est pas armé pour le faire. Et donc, nous avons une baisse de notre industrialisation. Maintenant, la phase 3 que je vous propose, qui est celle à réinventer, il faut qu'on commence par protéger un petit peu notre marché intérieur, parce que bon, il n'est pas si grand, et il faut le protéger par des normes, pas par des droits de douane, mais au moins par des normes. Il faut créer ces zones de développement régional, il faut s'ouvrir aux investissements directs étrangers, comme nous l'avons fait, et il faut que nos nationaux entrepreneurs partent, eux aussi, à la conquête des marchés extérieurs. Je voudrais finir en vous disant que la chose essentielle, c'est que pour répartir la richesse, pour la partager entre nous tous, il faut d'abord commencer par la créer. Et comment la crée-t-on? En travaillant. Merci.